Bonjour, bienvenue. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, la réalisatrice du film. Donc, à chaque séance, nous avons un débat thématique. Et aujourd'hui, sur le thème de comment aborder un rôle en prison. Donc, c'est un spécial acteur-actrice qui va être animé par Sonia Jossifort. Bonjour. Avec Marie-Sona Condé, qui interprète le rôle d'une surveillante dans La Taularde, et Ludovic Bertillot, qui a interprété de nombreux rôles de détenus. Alors bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit à nos intervenants, que ce soit aussi sur le film. Bonjour. Ou également, Enchantée. ou également sur l'association Lire ses livres. Voilà. Bien, bonjour. Donc, moi, je travaille à Femmes et Cinéma par ailleurs. Donc, voilà, je travaille aussi beaucoup sur le cinéma de femmes. Je suis ravie d'accompagner. Il y a un petit écho. Je suis ravie d'accompagner ce film, le film de Pauline, que je trouve fort et qui nous permet aussi d'avoir une vision de ce qui se passe à l'intérieur des murs, nous qui sommes à l'extérieur et qui n'avons pas beaucoup d'écho. Et je trouvais intéressant de faire un lien comme ça avec le travail d'acteur lorsqu'on doit jouer une personne incarcérée. Donc je suis ravie d'accueillir en fait Marie-Sona Condé pour le film La Taularde, qui est un film très fort et qui est un film pour le coup, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui retrace quand même essentiellement des personnages de femmes, alors que les femmes sont minoritaires en prison, mais il y a une réalité. Et dans La Taularde, j'ai trouvé que c'était une ambiance très, pour le coup, très sclérosante, où tout se passe à l'intérieur, dans les rapports humains, que ce soit entre les personnes qui sont emprisonnées, incarcérées, et les personnes qui sont les surveillantes. Et puis, j'ai aussi admiré le film Au battement du parloir de Pascal Marc, je crois, qui est là. On a le plaisir donc d'accueillir Ludovic Bertillot. Alors, je voulais me tourner vers tous les deux pour savoir un peu comment en fait, on peut aborder un rôle en prison alors que c'est pas forcément une expérience qu'on a faite, et comment du coup on peut construire un personnage, ou comment vous vous aidez finalement, ou si vous avez des techniques, ou est-ce que vous avez une façon d'aborder ce personnage-là en particulier. Je me tourne peut-être pour commencer auprès de Marie-Sona. Comment vous avez travaillé ce rôle qui est quand même assez fort et du coup je trouve pas du tout évident, même si effectivement un acteur se doit de travailler des personnages aussi impossibles, improbables que des surveillantes de prison ou des personnes incarcérées. En fait, d'abord il faut se renseigner. Enfin, pour moi ça a été très important parce que j'avais des a priori. Moi j'étais plutôt du côté des détenus, ma sympathie allait plutôt du côté des détenus. Et avec Audrey Estrugo, qui est la réalisatrice de ce film, on répète beaucoup en amont. Et évidemment, moi j'avais participé à des ateliers avec elle à la Maison des Femmes de Fleury-Mérogis. Et puis j'ai demandé, et puis Audrey évidemment voulait que je rencontre des surveillantes, vu que j'étais la chef des surveillantes. Et donc j'ai rencontré ces femmes. J'ai été très étonnée de cette rencontre, parce que j'ai vu des femmes avec tous les attributs de la féminité extrêmement pimpante. On n'était pas dans l'uniforme, hein, on les a vues en dehors du cadre de la prison, et des femmes qui ont surtout parlé de la fonction et je voulais leur rendre justice, c'est-à-dire qu'elles sont elles aussi des taulardes, c'est-à-dire que toute leur vie est guidée par le rythme de la prison. Elles sont elles aussi enfermées, et c'est des êtres humains donc qui sont extrêmement touchés
par les histoires des femmes détenues qui sont en face d'elles et qui ont aussi une fonction et l'ordre à maintenir dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire qui ne sont pas des conditions optimales dans la plupart des cas, c'est-à-dire des choses bêtes comme avoir du papier toilette dans une prison de femmes où les femmes ont besoin de plus de papier toilette que les hommes. On donne exactement le même nombre de rouleaux que dans une prison pour hommes. Donc, et devoir gérer ça, tout ce qui est de l'ordre aussi du féminin, et voilà, donc et j'ai rencontré une femme extraordinaire qui était surveillante chef dans un endroit de haute sécurité avec des très 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 grands criminels et qui était au contact de ces hommes tous les jours. Et voilà, je me suis intéressée à elles, je les ai regardées vivre et je me suis dit finalement il n'y a pas grand chose à créer parce que de toute façon une fois qu'on a l'uniforme on ne se tient pas pareil, on a tout le poids de la fonction qui arrive avec ça. Et nous on a tourné dans une prison, une ancienne prison, une prison désaffectée à Rennes, et donc on était dedans enfermés tous les jours et le poids des murs nous modèle, nous façonne. On ne bouge pas pareil, on respire pas pareil. On a toujours conscience que, tiens, ça vient de se fermer. On ne peut pas, on n'est pas libre. C'est-à-dire qu'il y a des sas partout. Il faut d'abord fermer la porte derrière soi pour pouvoir demander l'ouverture de la porte avant. Et ça fait qu'on on ne se tient pas pareil, quoi. Il y a plus de, il y a les murs. Voilà, il y a plus d'horizon et voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Si, tout à fait. Effectivement, on voit comment l'infrastructure conditionne finalement les comportements et la façon d'aborder finalement des rôles. Oui, surtout si et que la prison est un vrai personnage. On n'avait pas réalisé en fait, le décor est un vrai personnage et quand on s'est retrouvé dans cette prison, on a tourné pendant 5 semaines, on y était tous les jours, alors nous on sortait le soir, on allait dans notre chambre d'hôtel, mais on arrivait de 6h du matin jusqu'à 21h, on était dedans quoi, voilà, donc c'est... Ça façonne, ça change profondément les gens. J'ai aucun votre regard, doute là-dessus. Ça a une influence un petit peu sur votre regard, sur les conditions carcérales qu'on voit dans le film sont extrêmement dures, voire violentes. Est-ce que pour vous ça a changé je sais pas, peut-être votre regard? Non, mais c'était très très bien dit, je trouve, dans le documentaire. À un moment, il y a un monsieur qui parlait, et, enfin je sais plus les noms, parce que je viens de le voir et voilà, c'est la première fois, et qui disait que effectivement, comme ce milieu tout petit, où c'est comme un concentré de tout ce qui va pas dans la société, appauvri. Donc, oui, on parle moins bien, on a du mal à s'exprimer, et puis on n'arrive plus à penser. Et je pense qu'effectivement, on est guidé par les bruits, par cette espèce de routine, les horaires de vie, tous nos repères s'amoindrissent, et c'est tout au rythme de la prison. Voilà, et même nous, en tant que comédienne, et ça, je ne vais absolument pas comparer, parce qu'il n'y a rien de comparable, mais on se vidait, quoi, en entrant dans cet environnement et dans cette prison, et voilà. Je me tourne vers Ludovic Bertillot. Alors là, le film Au battement du parloir, ça se passe dans une prison, mais ça se passe dans un parloir. Donc l'espace est encore plus clos, je dirais encore plus sclérosant. C'est vraiment un rendez-vous régulier qui se passe dans un univers en huis clos, dans un espace très petit. Alors même question, comment vous arrivez à construire un peu ce personnage, comment vous avez vécu un peu cette expérience
d'être dans la peau de ce personnage qui voit son fils régulièrement grandir, mais qui lui reste dans les murs. Alors, moi, c'est un tout petit peu différent de Marie. C'est-à-dire que moi, je fais de la boxe en prison depuis plus de 10 ans, à la centrale de Poissy, avec Jean-Pierre Giraudet qui est là et Myriam qui est prof d'anglais là-bas. Donc moi, je connais bien le milieu carcéral depuis assez longtemps parce qu'on boxe là-bas très souvent et on accompagne les détenus après pour des combats et pour des choses comme ça. Donc si vous voulez, je connaissais déjà le fait d'aller en prison, souvent de voir un peu comment ça fonctionnait, les parloirs, les choses comme ça. Donc j'avais un peu mon idée par rapport à Poissy, par rapport à ça. Je suis aussi allé quelquefois à la santé pour d'autres choses, toujours pour rencontrer des détenus. Donc j'avais un petit background, je connaissais quelque chose. Donc c'est vrai qu'après, on a tous sa propre histoire et son propre bagage et on essaye de se faire par rapport à ça. Donc ce qui était intéressant dans le film de Pascal, surtout, c'est que effectivement, on a quelqu'un qui rentre en prison, il a une petite quarantaine d'années, 37, 38 ans, et puis il va grandir avec ça. C'est-à-dire qu'au début, il y a sa femme qui vient, son gamin est tout petit, donc son gamin comprend pas trop ce qu'il fait là, puis l'enfant grandit. Au bout d'un moment, la femme, souvent, comme c'est le cas en prison, reste pas, donc part. Au bout de quelques temps, on rencontre quelqu'un d'autre. Et à la fin, c'est son fils qui, le dernier s'appelle Au battement, le film s'appelle Au battement du parloir. Et bon, vous pouvez il a fait, je sais pas, 80 festivals, un truc comme ça. Enfin, le film a voyagé dans le monde entier. C'était vraiment, vraiment très chouette. Et à la fin, effectivement, c'est son fils qui prend la place du père parce que le père est sorti et c'est le fils qui vient, c'est le père qui vient rendre visite au fils, quoi. Donc c'est assez compliqué. C'est une espèce de retournement de situation. Ça se passe sur une quinzaine d'années. Il y a 5 battements. Donc il y a eu des choses à faire au niveau de la barbe, les cheveux, quand les cheveux deviennent un peu plus blancs comme ça. Puis il y a cette transformation, c'est-à-dire que le père voit son fils qui est en train de péter un peu les plombs, mais il peut rien faire parce que c'est pas lui qui l'éduque, c'est quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, il voit qu'il peut rien faire, il se résout. Comme il dit, je viens de voir cette fois, mais je viendrai plus jamais te voir parce que je connais trop ce qui se passe de l'autre côté. Donc après, effectivement, le rôle, comme disait très bien Marie, quand on est comédien, qu'on fasse le rôle d'un détenu, qu'on fasse le rôle d'une gardienne de prison ou d'un flic ou d'un architecte ou d'une nonne ou n'importe quoi, on doit se renseigner, se faire sa petite tambouille à soi, essayer de trouver un petit peu les choses qui vont faire que le personnage va être crédible, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a des réactions dans la salle ou des questions que vous aimeriez poser. Merci, bonne soirée. Oui. J'aurais une question à vous poser, parce que j'interviens régulièrement dans les maisons d'arrêt, justement en Ile-de-France, dans le cas de parcours d'aménagement de peine de personnes détenues. Et je n'ai pas vu beaucoup de jeunes personnes, justement, dans les ateliers de lecture. Est-ce que c'est parce qu'ils ne fréquentent pas ces ateliers ou parce que ça ne leur est pas dirigé? Alors ça, c'est plutôt une question pour l'association Lire c'est vivre. Ouais. Donc Nelly. C'est-à-dire que les mineurs n'ont pas le droit d'être filmés, tout ça. Je parle de mineurs, je parle de jeunes majeurs, de personnes entre 25 et 35 ans. Mais vous avez vu des jeunes, les jeunes qui étaient dans le cercle de lecture du D1 sont des hommes jeunes. Malheureusement, la prison les rend, leur donne un âge un petit peu plus fort qu'ils n'ont, mais ce sont de jeunes hommes que vous avez vus dans le cercle de lecture. Ceux qui parlaient, qui lisaient l'étranger. Dans le D3, ce qui est le bâtiment dans lequel c'est les plus petites peines et les gens les plus en difficulté, le jeune homme qui a dit, par exemple, qu'il n'avait jamais voyagé, qu'il avait peur de l'avion, c'est un monsieur, un homme qui vient des gens du voyage et il ne savait même pas lire. Il l'a lu tout à fait à la fin. Et Pauline, on n'avait pas pu prendre son... Il a lu un poème, et c'était la première fois depuis qu'il fréquentait le cercle. C'était le cercle le plus difficile, et là où il y avait les hommes les plus jeunes, sauf l'oxy-bibliothécaire. Et puis aussi, parce qu'il faut vous dire que nous n'avons pu... Pauline n'a pu filmer que les condamnés. Ça veut dire que là, vous avez vu la moitié des cercles de lecture. L'autre moitié était des prévenus, qui n'avaient pas le droit d'être filmés ni entendus. Voilà. On pose les questions un peu techniques sur la littérature, peut-être dans une deuxième partie, après la table ronde sur les acteurs, si ça vous va. Peut-être que je vais me tourner vers Pauline, justement, pour savoir comment se travaille auprès des
des personnes, comment tu as pu les aborder pour qu'elles se laissent filmer déjà, et puis qu'elles arrivent à être assez à l'aise finalement devant la caméra, à exprimer beaucoup de choses qui est de l'ordre de l'intime, je trouve. Ouais. Je préfère celui-là. Merci. Alors, donc moi je suis venue à Fleury-Mérogis pendant une année, 1 à 2 fois par mois, pour rencontrer à la fois les membres de l'association et assister, observer les cercles de lecture, comment ça fonctionne, et rencontrer les détenus, écrire le film et saisir aussi les enjeux esthétiques. Alors dans la relation aux personnes que j'ai rencontrées, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir ce type... Enfin, moi, je ne me vois pas arriver dans ce type de lieu et de voler l'image de l'autre. C'est quand même très délicat. Il y a quelque chose... Je ne voulais pas tomber dans du voyeurisme non plus. Donc, obligatoirement, on doit créer quand même une relation de confiance. Alors, ce n'était pas très facile parce que c'est une maison d'arrêt. Donc, il y a beaucoup de mouvements. Hein, entre ceux qui sont transférés, qui sortent aussi, hein, heureusement pour eux. Mais bon, quand même, il y a certaines personnes avec qui voilà, j'ai pu suivre comme ça sur l'année. Mais bien sûr, par exemple, 2 jours avant le tournage, il y avait Myriam, une auxiliaire bibliothèque, qui était vraiment un personnage pour moi, parce que même si on fait du documentaire, on écrit un peu comme de la fiction, hein, on a nos personnages. Et elle est sortie 2 jours avant, donc heureusement aussi pour elle, elle a été transférée. Et du coup, elle n'était pas dans le film, donc bon, voilà, c'est toujours comment on réajuste aussi un petit peu. Voilà. Après, il y a aussi une autre chose, donc comme vous avez vu dans le film, j'ai pu interviewer 5 personnes en tête-à-tête. Donc tout ce qui se fait sur fond bleu, voilà. Donc ça, c'était vraiment un désir dès le départ. La chose qu'on avait, c'est qu'on avait une surveillante constamment avec nous pendant tout le tournage, pour nous surveiller, pour voir ce qu'on faisait. Bon, on a eu de la chance, on est tombé vraiment sur une femme assez exceptionnelle, très humaine, et aussi très respectée par tous, que ce soit par les détenus ou les autres personnel de l'administration pénitentiaire. Donc elle ouvrait les portes, justement, comme tu disais. Et donc bien sûr, 2 mois avant le début du tournage, on a dû remettre une liste de tous les plans du film à l'administration pénitentiaire pour validation, pour des questions de sécurité. Parce que parfois, ça paraît un peu parfois absurde pour nous, mais un mètre, selon tel angle, ce n'est pas possible d'avoir ce plan. Voilà. Donc, pour revenir aux détenus, donc c'est vrai que donc tout le tournage a été fait comme un tournage de fiction, avec un plan de travail, comme on dit. Donc, de telle heure à telle heure, on est dans tel lieu en train de filmer telle chose, parce que parfois, si on rate la sortie de notre bibliothèque pour aller dans tel autre lieu, c'est trop tard, le couloir est fermé parce qu'il est pris par ceux qui descendent en promenade, par exemple. Donc nous, sur notre plan de travail, après, on est coincé et on perd du temps. Voilà. Donc c'est très lent tout ce temps de passage d'un lieu à l'autre. Puis on était 4, le chef opérateur avec la caméra, l'assistant caméra et l'ingénieur du son. Donc c'est vrai qu'il faut trimballer du matériel à chaque fois. Voilà. Donc j'avais fait un peu exprès de mettre le 3e ou 4e jour ces moments d'entretien, histoire de créer aussi une relation de confiance avec la surveillante, qui s'est vraiment pris au jeu et s'est vraiment engagée dans le film comme une régisseuse générale. C'était assez fantastique. Et donc, d'elle-même, elle a compris qu'il fallait sortir pendant les entretiens. Chose où, normalement, elle n'avait pas le droit. Elle est censée être là. Mais elle est sortie, elle est restée devant la porte, à l'extérieur. Mais elle m'a dit, écoute... même si ça se passe bien avec eux, il y a quand même ce regard-là. Voilà.
Et donc, on a eu, je pense, des entretiens de qualité, cette intimité. Alors, bien sûr, le fait que ça soit sur la passion de la littérature, ou du moins, voilà, ce que ça crée dans ce lieu-là, facilitait la rencontre plus personnelle, et le fait de ne pas être surveillé. Et pour ajouter encore une dernière chose sur les détenus, donc je voulais pas être voleuse d'une image, donc j'ai vraiment exposé avant le tournage la mise en scène du film, la structure du film. Donc moi je vois ça, j'ai observé ça pendant cette année, j'ai envie de raconter le film comme ça. Parce que c'est une histoire, hein. On raconte même quand c'est du documentaire. Et je voulais que ça soit être transparente et leur demander ce qu'ils pensaient en fait de mon regard. Et comme par exemple dans ces plans, donc ça c'est quelque chose que j'avais vraiment imaginé en amont. Ces plans, donc on a tourné en steadicam, hein, c'est des plans un peu planants sur les couloirs où on entend des haïkus. Donc ça c'est des haïkus que j'ai lus pendant la préparation du film, qui s'appelle Haïkus de prison de Lutz Bassmann, qui est un Allemand qui a écrit ces haïkus quand il était incarcéré. Et je les ai trouvés vraiment très beaux. J'ai apporté ces haïkus également des poèmes de résistants prisonniers voilà, pendant la guerre, qui avaient écrit également des poèmes. Et donc j'aurais proposé, je dis voilà, moi je trouvais intéressant. Comme plusieurs personnes m'ont dit, quand ils quittaient les cercles de lecture, le chemin pour retourner jusqu'à la cellule, et encore dans la cellule, il y a les mots qui restaient du cercle. Pendant 1 heure, 2 heures, voilà. Il y avait ces mots qui restaient. Et ça, je trouvais ça vraiment beau et poétique. Et c'est ça aussi que je voulais faire comme film. C'est un film politique et poétique. C'est le sujet. Et quand j'aurais proposé, je dis voilà, ça sera un peu votre image mentale, un peu votre subjectivité, ce moment fictionné hein, dans le documentaire. Donc les 5 personnes ont été assez partisanes de cette idée. Et donc chacun et chacune a choisi le texte qui le ou la touchait le plus. Voilà, donc l'idée c'était de faire ensemble aussi ce film, voilà, de faire ensemble, que ce soit aussi une création collective. Ouais. Est-ce qu'ils ont vu le film ? Oui. Ouais. Oui. Alors, donc il y en a eu 3 projections. Moi, je suis allée à une projection en décembre. Donc, c'était le bâtiment Détroit, il me semble. Ouais. Donc, les Détroits, c'est les longues peines. Non, c'était les courtes peines, voilà. Ouais, j'ai confondu un Détroit, là, ouais. Alors, ce qui était... oui, alors c'est marrant parce qu'en fait, on a projeté le film dans la bibliothèque. Voilà. Donc on avait le poste de télé dans le lieu, donc ça fait un peu une sorte de mise en abîme. Et bien sûr que on a beaucoup travaillé les couleurs au niveau du film. Je voulais vraiment une esthétique particulière qui mettait le livre à l'honneur et la beauté. Et là, c'est vrai qu'il y avait c'était des conditions un peu particulières. Et bon, il y a quelques personnes qui figurent dans le film, d'autres qui ont assisté au tournage, mais qui étaient encore prévenus et pas encore condamnés, et qui ne pouvaient pas. Mais là, ils étaient condamnés. Et donc, ils auraient dit, ah ben voilà, j'étais là, dans le coin, à chaque plan, mais... Voilà. Oui, la réception était plutôt bonne et m'a ouvert à un long débat ensuite. C'est vrai qu'il y avait 2 choses. Enfin, tout est plein de contradictions, de toute façon, quand on fait un film avec tant de contraintes et dans ce lieu si particulier. C'est qu'à la fois, il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas, qui avaient peur d'une idéalisation, d'une image idéale de la prison. Et c'est vrai que le sujet pourrait porter à croire que, bon... Enfin bon, moi je pars du postulat qu'à partir du moment où on est enfermé, ce n'est pas des conditions idéales. Hein. Et d'autres, au contraire, avaient peur d'une image misérabiliste, voilà, de la pitié, dégradante, etc. Donc il y avait un peu ces 2 côtés-là. Mais finalement, voilà, je leur ai expliqué voilà, mon choix de mise en scène avec le cadrage, qui est à la fois une dénonciation. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand on est en prison, même s'ils ont signé chacun un droit d'image, leur image ne leur appartient pas. Une fois qu'ils ont signé.
Même. Non. La moitié des personnes voulaient figurer entièrement, voulaient apparaître entièrement. Mais l'administration pénitentiaire a le droit d'image, voilà, sur les personnes. Donc moi, je voulais absolument pas flouter les visages, qui à la fois rappellent des codes télévisuels un petit peu à scandale, et en plus stigmatisent encore plus la personne. C'est-à-dire que tu effaces. Le floutage, c'est quand même effacer un visage, effacer une identité. Donc voilà, ça stigmatise encore plus. Alors, on se dit, voilà, celui-là, voilà, ça le rend encore plus criminel et ça déshumanise. Voilà. Et c'était vraiment je voulais vraiment prendre ce contrepoint-là. Donc bien sûr, donc couper le regard, qui est ce droit de regard sur sa propre image. Bon. Et qui est un pari énorme parce qu'on sait bien qu'au cinéma, tout passe par le regard, hein, les acteurs, les émotions. Donc, tronquer comme ça ce regard, c'était à la fois une dénonciation de la déshumanisation, hein, de ce lieu où on n'a plus le droit de sa propre image. Et à la fois, j'ai voulu des cadres assez proches des corps et un travail de couleurs, avec des couleurs assez chaudes sur les corps, pour rendre les corps beaux. Hein. Les corbeaux. Voilà. Et les rendre dignes, en fait, par cela. Voilà. Et leur rendre leur dignité, voilà, d'être humain. Donc c'est là-dessus que j'ai voulu jouer. Et je me demandais, on en avait déjà un petit peu parlé avant, mais bon, vous m'entendez de toute façon. J'enregistre. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a motivé, qui t'a inspiré pour faire ce travail-là en prison, que je trouve quand même, c'est pas rien, c'est quand même un sujet très lourd. C'est une démarche particulière en tant que réalisatrice. T'as été, en plus, tu avais dû mettre beaucoup de temps pour déjà choisir les personnages, aller sur place, faire des démarches administratives. Je me souviens que tu m'avais dit que ça avait pris énormément de temps, mais qu'est-ce qui t'a motivé d'aller dans cet univers carcéral ? Bon, alors tout ce qui est vraiment démarche administrative, c'est vraiment l'association Lire c'est vivre. Le projet est né de notre rencontre. Donc c'est vrai que ça a été facilité largement. Enfin, bon, après, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de télévision, donc voilà, je ne suis pas journaliste, donc je pense que ça facilite les choses, mais que c'était vraiment un projet sur l'association à la base, Lire c'est vivre, voilà. Sur les 30 ans de Lire c'est vivre, voilà. Mais voilà, donc ça a vraiment facilité. Après, le questionnement de filmer l'enfermement, ça remonte... je sais pas, j'avais 16-17 ans et je suis allée voir un dimanche matin des films de Anne Toussaint. Anne Toussaint qu'on a reçu d'ailleurs mercredi ici. Donc qui a commencé il y a 20 ans tout un travail d'atelier vidéo, réalisation en milieu carcéral. Et elle a créé carrément un canal de télé. Enfin, et j'avais vu ces deux films projetés, donc In situ et Sans elle. Et c'est vrai que ça m'avait vraiment interpellée. Je trouvais ça vraiment fort. Bon, au-delà même du sujet, en tant que cinéaste, il y a 15 000 contraintes. Et comment on va chercher une justesse là-dedans. Donc c'est compliqué. Et bah, peut-être aussi que j'aime bien du coup les challenges comme Anne Toussaint. Et c'est ça qui m'animait dans ce travail. Quand on te dit qu'on ne peut rien faire dans ce lieu, on ne peut pas filmer ci, on ne peut pas filmer ça, c'est en plus un sujet tabou, parce que c'est un peu le refoulé de notre société, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, que la société civile ne veut pas voir, en tout cas la majorité. Donc voilà, ça faisait beaucoup de choses qu'on ne peut pas, et puis peut-être par souci par désir de transgression, j'ai dit, bah si, on va essayer quand même de faire quelque chose. Voilà. En même temps, il y a de plus en plus peut-être pas, c'est aussi parce que je suis un peu dans le secteur, mais beaucoup de démarches qui vont en direction des prisons, parce qu'on a quand même pris conscience depuis quelques années que, puis d'ailleurs la France a été pointée par l'Europe sur ses conditions
d'incarcération, hein, qui date pas d'hier. Donc c'est un vrai problème de société et que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de porosité entre l'enfermement d'une prison et la société civile, qui est un petit peu plus sensibilisée à ces problèmes-là et à ces conditions inhumaines de détention, il faut le dire, et que petit à petit, il y a des associations qui rentrent dans les prisons, qui font des actions éducatives. Bon, je pense à Dessiner la vie, mais c'est encore autre chose, c'est en direction de la protection de la jeunesse, mais qu'il y a quand même maintenant des associations et des dispositifs qui permettent quand même de faire quelque chose, de mener des actions en prison, peut-être un petit peu plus qu'il y a 20 ou 30 ans, mais voilà, c'est certainement jamais assez, parce que quand on voit dans les films les conditions de vie et de ces femmes dans votre film, où là du coup c'est vrai que la façon de filmer, j'ai trouvé d'avoir ce témoignage des femmes, ça adoucissait un petit peu finalement les conditions carcérales très dures qu'on retrouve dans les films en général sur les prisons. Voilà, c'est un sentiment que j'ai pour avoir rencontré des associations qui interviennent beaucoup en prison et qui font un travail assez très intéressant. Je vais passer peut-être la parole à quelqu'un de plus... Mais avant, je veux juste répondre à la première partie. Ce qu'il faut bien penser, c'est que Fleury-Mérogis, c'est la plus grande prison d'Europe. Et c'est une maison d'arrêt. C'est pas une centrale. Hein. On attend le jugement, etc. Donc, on est aussi... Faire un film à Fleury-Mérogis comme ça, c'est très compliqué. Voilà, c'est pas une petite prison comme à Poissy, par exemple, où là... Pour longtemps à Poissy. Voilà, c'est les longues peines. Et une petite anecdote, je me rappelle d'une fois... Merci, on était avec Jean-Pierre il y a quelques années, et il avait fait venir son chien. Il avait un gros bulldog français, et il avait mis un t-shirt marqué... Anglais, pardon, excuse-moi. Il avait un t-shirt marqué FBI dans le dos, le chien. Et honnêtement, vous auriez vu la réaction des détenus quand le chien est rentré. Parce qu'ils ne voient pas d'animaux. Les seuls animaux qu'ils croisent, c'est les pigeons qui passent au-dessus dans la cour, quoi. Et c'est la première fois... Ouais, et les rats aussi. Mais là, avec le chien, mais vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'était. C'est-à-dire qu'ils étaient toute la journée avec le chien à lui faire des mamours, des patous, des machins. Il y en a, ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas vu un chien. Pour nous, ça nous paraît un chat, un chien, enfin oui, c'était tellement banal, quoi. Mais simplement le fait d'avoir un chien dans la prison, alors l'autre il était aux anges, quoi, il se faisait patourer partout, c'était vraiment un grand moment. Et ils avaient fait également, je crois il y a quelques années, dans la cour, ils avaient mis des tableaux, tu te rappelles? Ils avaient mis des tableaux de maîtres à chaque fois qu'ils avaient exposé des copies, et les gens, les détenus devaient donner leur avis sur les tableaux, et ça a été un truc qui était très chouette aussi, de pouvoir avoir leur ressenti sur les différents tableaux qui étaient exposés à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'ils essayent vraiment, dans chaque prison, dans les centrales, dans les maisons d'arrêt, de faire pour qu'il y ait une certaine réinsertion. Parce que je pense, moi, vraiment, ça fait plus de 10 ans que je suis là-bas à Poissy. Le plus important, c'est vraiment la réinsertion et c'est vraiment de préparer ces gens qui sont en prison pour une raison X, Y ou Z, mais c'est vraiment la réinsertion et ressortir derrière avec quelque chose. C'est vraiment ça qui est important. Parce qu'on a été enfermés, ok, il y en a qui ont fait des trucs pas chouettes, c'est hélas comme ça que ça se passe, on les met en prison, ok, mais au bout d'un moment, ils vont sortir, ces gens-là. Et quand ils vont sortir, il faut qu'un minimum qu'ils soient prêts à la réinsertion. C'est vraiment moi je pense le plus important sur vraiment ce qu'on doit travailler si on veut essayer de progresser un minimum. Parce que quelqu'un qui fait 20 ans de cabane, qui sort et qui n'a jamais rien vu d'autre, machin, je peux vous dire que la famille souvent s'est barrée, la femme est plus là, les gens sont... C'est compliqué, hein, vous avez un billet de train pour où vous voulez, 150 €, c'est compliqué. Hein, je veux dire, vous passez 2 nuits dans un hôtel et puis après vous mettez une tarte à quelqu'un pour retourner en tôle parce que vous avez que ça. Hein. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler sur cette réinsertion, c'est ça qui est important. Et merci aux associations, que ce soit au niveau de la bibliothèque, au niveau du sport ou pas, il y a tous ces gens qui se battent, et aussi à Apolline de faire des films, de mettre ça en avant, parce que c'est vrai que c'est un petit peu les oubliés du truc, mais c'est important de ne pas lâcher l'affaire. Il y avait une question ? Oui, moi j'ai 3 questions pour vous, monsieur. Alors la première, c'est par rapport au tournage du court-métrage. Est-ce qu'il a été... Attendez une seconde. Non, ça va. Ça va. Oui, non, ça va aller. Mais à lui, je débrouiller. L'autre question, c'est est-ce qu'il a été vu par des publics en milieu carcéral? Et puis troisième question, est-ce que vous aviez déjà joué un personnage d'au-delà auparavant? Alors, première question, on a le réalisateur qui est là, vous voyez, qui s'appelle Pascal Marc. Donc nous, on n'a pas tourné dans une prison, on a tourné dans un décor. C'était à Grenoble, ils ont refait une cellule dans un décor. Donc on a tourné uniquement en décor.
Ça, c'est réponse à la première question. La deuxième, est-ce qu'il a été vu par des gens en prison? Pascal, tu peux répondre parce que je ne sais pas. Non, je n'ai pas été vu par des gens. Il n'a jamais été vu par des gens en prison. Voilà. Une fois, dans un festival, il y avait un jury de détenus. D'accord. On a eu le Grand Prix du jury des détenus, mais voilà. Grand Prix du... D'accord, ok, ça c'est bien. Et la troisième question, c'était? C'était par rapport à... Tu as déjà joué un tolard. Ah, où est-ce que j'ai déjà joué un tolard? J'en ai fait souvent, ouais. J'avais fait un film avec Gérard Depardieu et Francis Weber qui s'appelait Tais-toi, où j'étais en tôle avec Gérard Depardieu. J'ai fait un autre film qui s'appelait L'affaire du petit Grégory Villemain, où j'étais en prison avec Francis Renaud aussi. J'ai fait aussi Omar m'a tué. Je faisais le détenu qui était avec Sami Bouagila aussi, avec lui. J'ai fait beaucoup de détenus. Donc moi, à chaque fois que je vais en tôle, les gars, je les remercie parce qu'ils me donnent du boulot, moi, finalement, vous voyez. Donc je leur dis, les gars, continuez parce que plus vous faites des conneries, plus je bosse. Donc quelque part, non, j'en ai fait vraiment beaucoup. J'ai vraiment fait beaucoup de détenus. J'ai fait le film de Pascal aussi. J'en ai encore d'autres là qui arrivent où je fais j'ai aussi beaucoup fait de flics. Donc vous voyez, c'était une question d'orientation quand vous avez 16-17 ans, vous savez pas trop où aller. Ouais, donc j'en ai joué souvent des détenus. Mais c'est vachement intéressant parce qu'à chaque fois c'était différent. Pour Omar m'a tué, on a tourné aussi dans une prison désaffectée, c'était à Montpellier. Voilà, pour l'affaire du petit Grégory, c'est aussi dans une prison désaffectée. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on sent bien le sentiment d'enfermement, parce que comme le disait très bien Marie, nous le soir, on quitte le plateau, on tourne dans notre hôtel, alors que le soir, hop, il reste là et ça continue comme ça. Voilà. Intervention? Oui. Merci. Oui, vous nous avez montré un beau film avec une bibliothèque superbe, avec de la place, de la couleur, plein de livres bien rangés, etc. J'en suis personnellement jaloux. Nous avons vu du beau cinéma, mais qui est, hélas, du cinéma, c'est-à-dire largement une illusion. Bon, tout ce que vous avez montré est réel, bien sûr, et le travail de vivre, c'est lire, est formidable, bien sûr, mais combien est-ce que ça touche le détenu ? Ça, c'est autre chose. Voilà. L'administration pénitentiaire, fondamentalement, se fout éperdument de la lecture et ne fait rien pour la favoriser. Bon, je précise, j'ai été 3 ans et demi bibliothécaire Auxy à Fresnes. J'avais 18 mètres carrés, une informatique en panne. J'ai dû donc fabriquer tout un système de fiches papier qui m'a permis de faire des statistiques précises. J'avais 2700 bouquins, à peu près 1 millier sortis, enfin bouquins et périodiques. Et l'administration ne m'aidant en rien, ne me fournissant même pas les revues à laquelle la prison était abonnée. Puis au bout d'un moment, les abonnements se sont arrêtés, donc je me suis débrouillé autrement. J'étais seul maître à bord, ce qui me convient très bien. Mais je constate qu'on peut très facilement pousser les gens à lire, y compris les jeunes majeurs. Bon, ça dépasse pas toujours France Football, Gala, etc. Mais on peut y arriver. On peut faire lire, par exemple, quand Le Clésio a eu son prix Nobel, par chance, j'avais 3 ou 4 titres. Ils ont circulé, ils ont été appréciés. Jean-Christophe Ruffin, très apprécié. Bon, le recordman toute catégorie, c'est Dominique Ploquin, la série des Parrains et Caïds. Ça, c'était très, très apprécié, et volé d'ailleurs, parce qu'un certain nombre de bouquins étaient volés, y compris le guide du prisonnier, y compris le code pénal. Bon, je ne suis pas flic et il y a des professionnels quand même du vol. Mais on peut faire beaucoup de choses dans une bibliothèque. Mais avec qui? Avec combien de gens? Quand vous avez 200% de taux d'occupation dans une prison, qu'un surveillant de coursive a 100 détenus à suivre, eh ben la bibliothèque, elle passe en dernier. Alors, ce que l'on observe aussi, il y a des tas de gens qui découvrent la lecture, j'en ai qui m'ont dit c'est la première fois que je lis un livre et ça m'a fait plaisir, et qui ont continué. Et puis vous avez regardé aussi ce qu'ils consultent, ils ont commencé par Balzac, puis au bout de quelques temps ils sont à France Football. Il y a quand même généralement une baisse de l'acuité intellectuelle des détenus, même si certains font le chemin inverse et trouvent des livres. Mais là, quand il y a des associations, c'est un grand progrès, même si parfois il y a des illusions, comme par exemple d'amener des poètes modernes, contemporains, etc. La poésie est très demandée en prison, mais c'est pour écrire des lettres d'amour à la petite amie. D'où le grand succès de l'anthologie de Pompidou. Excellente anthologie, ça partait comme des petits pains. On m'en a aussi volé pas mal, mais je les faisais rentrer, c'était des bouquins pas chers. Donc plein de choses sont à faire, mais l'obstacle numéro 1, c'est l'indifférence de l'administration pénitentiaire et l'indifférence des surveillants à faire venir les détenus. Voilà. Alors moi, si je peux répondre juste à votre commentaire sur le film.
Alors, moi, je ne suis pas journaliste, je ne fais pas des films pour TF1. Voilà, là, quand on rentre dans une salle de cinéma, bien sûr, on fait un pacte pour voir un film de cinéma. Donc, on va avoir un regard, une subjectivité. Il y a plein de films sur l'insalubrité en prison ou que sais-je. C'est pas le sujet du film. Et je pense qu'il est intéressant d'avoir plein d'images différentes du film. En tout cas, voilà, c'était la mienne aujourd'hui. Oui, non, mais je souhaite beaucoup de succès à votre film, hein, et qu'il passe partout et que les gens l'apprécient. Oui, je vous remercie. Il remonte le moral. Oui, mais tant mieux. Mais effectivement, je trouvais très important justement d'avoir une image entre guillemets belle. Voilà, oui, il y a de l'espoir dans ce film, et à travers les mots. Alors, bien sûr. Qui ça touche, je sais qu'il y a une liste d'attentes énormes pour participer au cercle et que pas tout le monde peut. Voilà. Mais ça, c'est plutôt un autre débat si Lire c'est vivre veut. Combien de détenus à peu près dans l'association qui a... Vous avez fait à peu près combien de personnes qui viennent? Il y a 18 personnes maximum par cercle, il me semble. Alors, les cercles de lecture réunissent à peu près entre 12 à 15 personnes. Sur combien de personnes en tout? Alors, un bâtiment, il y a 800 personnes. Attendez, on parle des cercles de lecture, on ne parle pas de la bibliothèque. À la bibliothèque sont inscrits 40% des lecteurs, des détenus. Donc ça veut dire que pour certaines bibliothèques, plus que pour d'autres, il y a beaucoup de passages à la bibliothèque. La bibliothèque, et là nous vous avons montré les cercles de lecture parce que c'était ce qu'on avait envie de montrer de l'association, mais la fonction même de l'association, c'est qu'il y a 10 bibliothèques qui fonctionnent sur Fleury, et dans chaque bâtiment, il peut y en avoir 2, et il y a toute la structure de Lire c'est vivre qui concerne, nous avons 4 salariés, 15 bénévoles qui assurent les cercles de lecture, et nous avons donc 15 à 16 bibliothécaires détenus. Donc ça veut dire que c'est des structures qui permettent quand même autre chose, si vous voulez, qu'un apport seulement des cercles de lecture. Ce que l'on veut vous dire, c'est que c'est vrai que les cercles de lecture sont très fréquentés et que les gens s'y inscrivent, et que pour pouvoir obtenir un travail autour de ces cercles, il faut bien vous dire que le groupe est le même pendant très longtemps. Ne sortent cette liste ce sont des gens un peu privilégiés parce que soit ils sortent, soit ils ont un empêchement, mais en général ce sont les mêmes lecteurs qui reviennent toutes les semaines. Donc la force des cercles qui sont la vie des bibliothèques dans les prisons, c'est justement d'apporter cette régularité hebdomadaire des cercles de lecture dans tous les bâtiments. Donc vous imaginez, donc il y a 2 personnes souvent qui animent les cercles, donc 2 personnes par bâtiment tous les lundis de toute l'année. D'accord ? Donc c'est énorme, et c'est pour cela aussi que il y a pour moi un espoir, bien que je sache que la lecture devient de plus en plus difficile, mais elle est aussi à l'extérieur, et que j'ai quand même, je pense que la lecture a une telle influence sur les quelques personnes que vous avez écoutées, mais qui doit être aussi répercutée sur le nombre d'oxybibliothécaires que l'on a eu depuis 30 ans, donc qui sont passés là, et qui ont donné lieu à des revues, à des écrits que vous pouvez trouver sur le site de Lire c'est vivre, mais c'est aussi l'espoir que se structurent les autres prisons avec des bibliothèques et leurs oxy-bibliothécaires, et qu'on commence à faire que ce soit un service public. Il ne faut pas oublier que Lire c'est vivre assure une mission de service public avec des deniers en partie de l'État, qui sont de la maison, le ministère de la Culture qui nous subventionne le plus, le ministère de la Justice, le département, le conseil départemental et la Fondation La Poste, qui sont nos financeurs, mais nous assurons une mission de service public. Pour l'achat des livres, c'est eux en général? C'est nous sommes subventionnés, et les 15 bénévoles plus l'équipe de salariés sont toutes bibliothécaires, ce sont des professionnels. Voilà. Donc le choix des livres est fait par des professionnels. D'accord.
Le ministère de la Culture, c'est via la DRAC et via le CNL. Il y a d'autres questions? Du coup, c'est peut-être moins une question qu'une remarque. C'est par rapport à votre, justement, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le choix du cadrage et le fait d'éviter le regard et de centrer plus sur la bouche. En fait, je trouve que c'est très judicieux et en plus, ça enlève absolument rien. Au contraire du ressenti, même, j'ai même envie de dire, c'est plus fort. Ça me rappelle un ressenti du coup que j'ai eu en travaillant, avant de travailler à la maison d'arrêt de Fresnes. J'ai travaillé pendant 7 ans au lycée Jean Moulin du Blanc-Ménil avec des jeunes qui sont des jeunes des quartiers chauds du coin. Et il y a une phrase qui est revenue constamment avec eux et qui revient aussi à la maison d'arrêt de Fresnes, c'est je sais ce que je veux dire, mais je ne sais pas comment le dire. Et c'est très violent en fait. Il y a une violence énorme là-dedans parce qu'il y a un réservoir de sentiments colossal qui ne sort pas et qui reste enfermé et ça crée des violences énormes. Et le fait de voir ces bouches qui tremblent, qui sont pleines d'expressions et qui essaient de dire et qui arrivent à dire quelque chose, c'est vraiment merveilleux parce que c'est très chargé en fait, émotionnellement. Oui, mais c'est vrai que c'est un film sur la parole. On a monté le film avec le monteur pendant 9 semaines et on a presque monté comme une pièce radiophonique. Voilà, on pourrait ne pas regarder les images. Bon, après, les images vont apporter une autre dimension, mais qui crée un choc justement entre cette voix, cette parole enfin donnée, et qui se cherche aussi, Ouais. Mais c'est vrai que oui, c'était ça qui était intéressant. Cette parole qui surgit, qu'on entend peu aussi. Pour rebondir un peu sur ce que vous dites, moi ce que je trouve le plus beau dans ce film-là, c'est quand cette femme qui dit à un moment donné qu'elle se reconnaît et elle retrouve son humanité et qui elle était à travers les mots et la lecture, et que finalement dans la rue elle ne faisait que suivre un langage qui ne lui appartenait pas et qui n'était pas elle et qui l'a déshumanisée. La manière de le montrer ici, on se rend compte que pour une réincarcération après, elle peut retrouver une humanité. Réinsertion. Qui elle était, le retrouver à cet endroit-là qui est l'enfermement pour pouvoir le retrouver en sortant. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'était la construction de soi et de son identité passe par le langage. Et c'était aussi là dans mes intentions de réalisation. Ouais. Ce que je voulais vous dire à propos de cette personne, quand je l'ai prise au cercle De lecture, elle était dans un état, on l'avait ramassée dans la rue, et donc c'était vraiment une personne qui ne pouvait pas aligner 2 mots. Et on m'a dit, mais c'est pas possible, elle ne va rien dire au cercle de lecture. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Et ensuite, elle est devenue bibliothécaire. Mais ça veut dire qu'elle était dans un tel état et que lire dans les cercles de lecture, c'est aussi notre force, c'est de lire à voix haute et d'entendre le texte dit par une autre. Eux ont les livres, ils peuvent suivre s'ils le veulent. Mais ça veut dire qu'ils ont entendu les mots. Et je trouve que Pauline a bien fait justement ce rapport sur lequel on avait beaucoup insisté toutes les deux, tu t'en souviens, Pauline, et avec tous les membres de Lire c'est vivre, de dire que cette lecture à voix haute redonne le sens et redonne la force de la voix et ce qu'elle peut impliquer, ce qu'elle peut donner au groupe. Et le groupe s'empare, voilà. Réussir à communiquer, c'est comme quand on est enfant. On nous apprend souvent à l'école à lire à voix haute. On lit à voix haute. Ça nous apprend à nous entendre, bien sûr, à communiquer et à trouver à travers les mots et la lecture un sentiment de vie. Et certains nous ont puis le souffle. Grâce à la lecture à voix haute, ils arrivaient à mieux communiquer avec leurs juges d'instruction parce qu'ils pensent bien sûr, qu'ils perdent tous leurs évidemment. moyens devant le juge et ça les aide à verbaliser. Et il y avait une chose aussi, c'est que la voix, c'est très intime. C'est le timbre un peu de notre identité aussi. En fait,
ceux qui sont jamais allés à Fleury, Fleury, c'est une cacophonie sonore indescriptible. Et dès le début, je voulais travailler le son très fortement, justement entre cette cacophonie sonore, ce chaos sonore, et d'un seul coup cette voix qui vient lire des mots parfois qu'elle ne connaît pas ou qu'elle appréhende. Enfin, il y avait quelque chose de très précieux d'un seul coup dans cette offrande en fait, de la voix qui se superposait au chaos sonore. Alors, quand on est allé tourner, il faisait 35 degrés et la prison n'a jamais été aussi silencieuse. Et donc là, j'ai dit, c'est vraiment dommage parce que je voulais pendant un an, j'avais écrit le truc. Et là, à un moment, on va faire des fondus sonores où la voix va se superposer au bruit de l'extérieur, etc. Rien du tout. Alors voilà, Walou. Mais après, même avec le mixeur son Gérobec, on s'est dit, c'était quand même bien comme idée. Est-ce qu'on en rajoute? Est-ce qu'on fait du sound design? Et là, je me suis dit, faut quand même rester proche de la vérité du tournage et de cette vérité-là, quoi. Mais il y avait aussi cette autre dimension sonore aussi en rapport à la voix, à la parole. Ouais, moi, j'aimerais juste rajouter un petit truc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, sur le rôle des profs, tu vois, en prison, qui serait un peu patrimonial, etc. En histoire géo, par exemple, je parle pour ma matière, mais à travers ce qu'on enseigne, en fait, je fais pas de l'enseignement. Je fais beaucoup plus que ça avec eux. C'est une excuse, l'enseignement. En réalité, c'est 100% d'humain, finalement, ce qu'on fait. Et avant le cours, après le cours, pendant le cours, il y a des échanges qui sont d'une richesse. Il y a énormément d'amour en prison, finalement. Tu vois, et un peu comme ce que vous faites, finalement. Donc je pense qu'on aurait même intérêt à parler beaucoup plus, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a peut-être une communication qui se fait pas assez, c'est possible. En tout cas, j'avoue qu'à Fresnes, moi, que je bosse pas du tout avec... cette année, en tout cas, j'ai pas du tout bossé avec les bibliothécaires, et c'est très dommage. Et ça encourage à le faire, ça c'est sûr. Ouais. À cette dame-là qui dit qu'elle a retrouvé des mots qui correspondaient à ce qu'elle était vraiment. Moi, j'enseigne le français aux détenus étrangers à Fresnes. Et plusieurs fois, ils me disent « Mais vous savez, madame, le français qu'on entend ici, en cours, on sait que c'est pas le bon français. » Et je me demandais si, par rapport au cercle de lecture, aux mots qui circulaient à cette écriture, est-ce que parfois vous avez des remarques sur la conscience qu'ils ont en cours de promenade en cellule, d'entendre un français qui n'est pas le français qu'ils ont. Parce que moi, c'est vraiment revenu. Moi, c'est la 2e année. Et mes détenus étrangers me l'ont dit plusieurs fois. Oui, mais madame, ici, le français qu'on entend, le français qu'on apprend, c'est pas le bon français. Mais un truc très drôle dans le film, d'ailleurs, c'est quand tu lui rends sa carte de lecture et qu'il lui dit « Cimer ». Merci. C'est génial. T'as Alexandre Rioudet qui fait « Ouais, Cimer ». Et ça, ça risque de faire... C'est une autre forme de dire. Moi, je rebondis un petit peu sur ce qu'avait dit la personne tout à l'heure. C'est la chose qui m'a marqué le plus, c'est-à-dire qu'au travers le cercle de lecture, ça lui a permis de se protéger, ensuite de se renforcer, et ensuite de retrouver son identité même. Voilà. Ça veut dire quoi? C'est que la lecture, c'est une puissance énorme. Ouais. Seulement, là, vous l'avez défendu. Moi, je suis convaincu. Bon, j'avais vu ça avec le théâtre. Je parle pas ce que je fais. Prof de boxe. Voilà, je suis prof de boxe. Si je parle de prof de boxe, je vais parler de lecture de la boxe. Je pense pas que vous allez comprendre beaucoup. Mais et c'est logique. Mais vous savez, les mains, on parle avec les mains. Derrière une main, il y a une intention. Donc voilà, c'est juste pour en parler 2 secondes. Donc tout ce que fait le corps, les émotions. Vous avez parlé d'émotions tout à l'heure. C'est primordial. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion dans sa vie, il va manquer quelque chose. Si vous vivez des émotions, c'est la vie, c'est animer le corps, c'est créer des envies, c'est créer envie de faire quelque chose et pas de subir la vie. Vous avez parlé tout à l'heure dans cette personne-là qui disait comme ça, l'environnement. Vous ne pouvez pas savoir comme l'environnement il est lourd. Il est lourd par rapport au français. La personne qui dit que le français on ne parle pas en France ou pas bien, et c'est vrai. Parce que l'environnement pousse à parler les cimères. Et le mot était bien choisi, Ludo. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut voir comme ça. C'est qu'au travers une culture, qui est la lecture, il y a la vie derrière, il y a tout ce qu'on peut bénéficier. Et là, ça a bien été défendu. Et ça prouve que la puissance de la lecture est énorme.
Elle est tellement énorme à partir du moment qu'elle est bien sûr guidée. Et le monsieur qui disait tout à l'heure, là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un surveillant pour 100 détenus. Il y a tout un environnement. Quand vous êtes là-dedans, vous avez peu d'outils. Il faut se débrouiller avec peu d'outils, faire beaucoup de choses. Et on fait des choses, voilà, c'est l'esprit c'est le côté créativité qu'il faut développer, quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, je trouve ça très positif, le film. Et voilà, c'est un moyen, la lecture est un moyen comme un autre. Moi, j'ai vu beaucoup le théâtre, j'ai vu des pièces de théâtre en prison, je me marre, parce que c'est super. Et il n'y a pas tout le monde écoute, voilà, c'est assez curieux. Voilà, je ne parlerai pas de la boxe, je ne suis pas là pour parler de ça, c'est pareil. Effectivement, oui, c'est aussi vecteur de lien social, de socialisation, que ce soit la boxe. Mais souvent, on vous dit, ouais, pourquoi vous allez apprendre à des détenus à se battre? Parce que la boxe, c'est quelque chose qui peut être violent. Donc on vous dit, ouais, mais c'est complètement con, vous allez apprendre. Je dis, déjà, c'est pas une question. Comme tu disais tout à l'heure, le fait d'apprendre de l'histoire géo, de l'anglais ou de la boxe, c'est déjà un lien social et c'est quelque chose, c'est une présence, c'est un échange. Alors effectivement, là, c'est de la boxe, mais ceux qui viennent pour la boxe, ils viennent pas. Il y en a après qui continuent à en faire. Il y en a même qui font des combats en championnat de France en ce moment. Driss pour ne pas le citer, mais à côté de ça, c'est vraiment ce lien social qui leur permet de venir, de dire bonjour, de voir comment ça se passe. Enfin, la boxe, c'est un prétexte. Ça pourrait être de la couture, ça pourrait être de la poterie. Là, c'est de la boxe, mais voilà, c'est tout. C'est bon, on leur apprend pas à se battre pour encore. Oui, mais ils sont déjà en prison, c'est qu'ils ont fait des conneries, ils vont encore se battre, mais ils s'en foutent. C'est pas le problème parce qu'ils vont sortir, qu'ils vont mettre un pain dans la gueule à quelqu'un, ça n'a rien à voir. Et même d'ailleurs, il y a le code d'honneur dans la boxe qui crée des règles. Il y a des règles. Oui, connaître sa puissance physique et le contrôler. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que pendant l'année où je suis venue, la première fois où je suis venue, donc c'était en mai 2016, c'était aussi le premier jour dans un cercle d'un monsieur au cercle. Et il n'a pas lu, il lisait pas, il était très replié sur lui-même. Je suis revenue un mois après, il a accepté de lire au cercle de lecture, mais un tout petit peu, et on voyait. Et après, il m'a dit j'ai arrêté l'école à 13 ans. Voilà, il n'était pas vraiment sûr de lui. Et sur toute l'année, après, 6 mois après, il lisait super bien. Enfin, c'était assez incroyable de voir la transformation physique, pour rebondir sur le non-verbal, et l'aisance et l'assise, quoi. Et après, le jour du tournage, il était là, puis en fait, il est parti en premier. Alors que pourtant, pendant toute l'année, c'est la seule personne que j'ai vraiment interviewée, que j'ai ramené du son avant pour faire mon travail d'écriture. Et puis, il était vraiment très présent dans tout ce qui était préparation, de se faire interviewer, Yacine, etc. Et puis, le jour du tournage, c'est comme s'il avait déjà assez participé, en fait. Voilà. Ah, on se fait virer. On peut continuer au café pour ceux qui veulent. Ah, j'ai même plus de son. Clac. Voilà. C'est la séance d'après. Ah mince, dis donc, ils enchaînent. Mais en fait, il n'y a pas de projectionniste, c'était automatique. C'est automatique. En fait, ah non, non. Ah bah tu sais.